Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On revient pour la deuxième saison de La Bande des Quatre. Et je suis très content donc de renouer le dialogue. La Bande des Quatre, je rappelle, donc d'abord c'est un titre de Jacques Rivette, c'est un petit clin d'œil au film de Jacques Rivette. Et puis surtout, c'était l'envie de dialoguer avec des critiques de cinéma issus d'Internet ou de la presse écrite, de la presse radio, peu importe. En tout cas, il y avait une envie de dialogue. Il y a comme ça un groupe à peu près d'une vingtaine, trentaine de personnes que je salue. Et on va essayer, normalement, ce serait toutes les 3 semaines, voire tous les mois, mais peut-être que pour la prochaine émission, ce sera d'ici quelques jours, exceptionnellement, vu l'actualité. Ouais, il y a quand même des films qui donnent envie de les questionner. Aujourd'hui, donc, pour le premier épisode de la saison 2, on retrouve Zoé Lullier, qui était déjà venue dans l'année dernière, qui est critique de cinéma pour la revue Tsunami. Bonjour Zoé, comment vas-tu ? Bonjour. Écoutez, ça va très bien. Je suis accompagnée de mon compagnon le chat juste ici et on va faire cette émission avec grand plaisir. Un tout nouveau, Rémi Pierre. En tout cas, je suis très content qu'il soit là. Il a créé le ciné-club Éclair et il écrit aussi pour la revue Apache. Comment vas-tu, Rémi ? Tout va bien. Merci beaucoup, Samir, pour ton invitation. Je suis vraiment ravi qu'on échange pour ton émission. Et puis Mao, qui est déjà venu aussi dans cette émission, qui écrit pour la revue Apache aussi. Comment vas-tu, Mao ? Très bien, merci. Très contente d'aborder ces 4 films avec vous. 4 films donc qu'on va questionner. Certains sont déjà sortis depuis un certain temps. Je pense à La Voix du Serpent de Kiyoshi Kurosawa et Chronique de Haïfa, qui sont sortis le 3 septembre, si je ne me trompe pas. Le 3 septembre, c'est ça. Et on va parler aussi de Left-Handed Girl de Shi Shing-tsu, pardonnez-moi si j'ai mal prononcé son nom, qui est sorti le 17 septembre. Et le dernier film, Oui, de Nadav Lapid, qui est sorti aussi le 17 septembre. On va commencer par la Voix du Serpent. Alors, La Voix du Serpent, c'est le dernier film de Kiyoshi Kurosawa. Albert Bacheret, père dévasté après la disparition inexpliquée de sa fille de 8 ans, décide de ne plus attendre la police. Pour agir, il entreprend sa propre enquête, aidé par Sayoko, une psychiatre japonaise. Ensemble, ils kidnappent des membres du Cercle, une société secrète impliquée dans le trafic d'organes d'enfants, etc., etc. Je vais commencer à en parler, voilà, c'est comme ça quelques idées, et ensuite, bien évidemment, ce sera à vous. On verra ensemble, on va développer. Alors moi, j'ai pris quelques notes, je vais les lire. Donc, il faut savoir déjà qu'à la base, c'est un... Moi, je trouvais que c'était un drôle de film, déjà, pour le coup. C'est un remake qu'il avait fait de son propre film, je crois que c'était à la fin des années 90. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, souvent quand des cinéastes assez rares qu'ils fassent le remake de leur propre film, parfois, je trouve que leur mise en scène est un peu paresseuse, pour être un peu grosse. C'est comme s'ils se reposaient sur les lauriers du film précédent. Je trouvais que pour le coup, c'était pas une reprise paresseuse. Et il revient toujours sur ses obsessions, mais il les met dans un autre contexte qui est donc la France, avec des acteurs français. Et j'ai noté aussi que ce qui m'a marqué dans ce film, je le dis je synthétise, ensuite on développera, mais ce qui m'a marqué dans ce film, c'est le glissement du point de vue de Kurosawa. On a l'impression qu'on suit le père, mais plus le film avance, plus c'est la psychiatre qui prend de l'importance, et c'est elle, au fond, qui incarne ce fameux serpent, c'est-à-dire une espèce de figure trouble, presque hypnotique. Et la force du film, j'ai trouvé qu'il y avait comme ça une manière chez Kurosawa de refuser, de montrer frontalement l'horreur. Ce qui parfois peut être aussi un leitmotiv dans certains de ses films, surtout les premiers. Par exemple, les sévices, les cadavres, tout ça, ça reste hors champ. Et je trouve que ce silence d'image n'adoucit pas la violence, au contraire. Je pense que chaque plan est contaminé, et parce qu'on ne voit pas, et parce qu'on imagine. Et moi, je trouve qu'il y a une forme de tension qui se lâche jamais. Et pour aller encore un peu plus loin, ce qui peut-être fonctionne moins me concernant, c'est que par rapport à cette envie de reprendre un remake, cette envie aussi de faire un glissement de point de vue, de prendre le désir aussi de ne pas montrer frontalement les choses, je trouve que parfois cette trop grande maîtrise peut aussi dérouter. J'ai parfois l'impression que c'est un peu académique.
Mais en même temps, il y a quelque chose de profondément inquiétant dans cette manière de capter tout cela. Zoé, je t'en prie. Oui, par rapport à ce que tu dis de la violence qui contamine les plans, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de montrer la mort en temps réel et enfin, la manière dont ça prend du temps à s'installer, plus que la rapidité d'un film d'action qui va créer la mort en quelques plans, alors que là, justement, les plans fixes qui décalent l'action sans arrêt, justement, permettent de prendre une espèce de mesure de la mort et de la laisser s'installer de manière bien plus présente finalement que simplement si on l'a montré comme ça, comme dans un film d'action entre guillemets plus classique. Et je suis assez d'accord avec toi aussi sur le côté académique, dans le sens où je suis pas une grande connaisseuse de Kurosawa, enfin je connais pas du tout sa partie années 90-2000, mais j'ai vu les 2 moyens métrages précédents, et c'est vrai que déjà là j'avais un peu la sensation de voir des courts métrages, en tout cas pour ce qui est de Kaim, d'étudiants qui ont un concept et qui vont développer autour de ce concept dans un laps de temps assez resserré, mais sans, je sais pas comment dire, mais peut-être la patte de ce qui ferait quelque chose qui ne soit pas justement académique en fait. Moi, j'ai pas vu les 2 derniers, du coup, je peux pas vraiment rebondir là-dessus, mais je trouve que ça ressemble. Enfin, c'est un Kurosawa qui ressemble beaucoup à du Kurosawa. Comme tu disais, Samir, on retrouve quand même ses obsessions, on retrouve c'est pas du tout des gimmicks, mais en fait, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans sa filmographie, de mise en scène, de manière de filmer l'espace. Ça, c'est des trucs qui, je pense, le travaillent. Enfin, c'est, à mon avis, la raison pour laquelle il fait du cinéma. Et on a toujours ce jeu avec la profondeur. Bref, mais ce qui est marrant, c'est que, enfin, moi, j'ai pas du tout trouvé le film inquiétant. Donc c'est amusant parce que c'était plutôt ce vers quoi vous alliez tous les deux. Moi, j'avoue, j'ai trouvé le film très drôle en fait. Enfin, le film a eu un effet, en fait, de décalage. Enfin, j'ai été très, non pas très troublée, mais un peu interloquée quand même. Déjà avant de voir le film. Sachant Amalric à l'affiche, Amalric dans un Kurosawa, enfin c'est des trucs qui... Amalric dans un James Bond, moi je pense qu'Amalric maintenant je peux le voir partout. Hein, donc, Ouais. C'est vrai. Mais voilà, je trouve que là, dans ce film, il est par ailleurs un peu, pas dans un mauvais sens, mais il est un peu à la rue, je trouve. Enfin, Ouais. moi j'ai l'impression qu'il est comme moi, Amalric, qui sait pas trop ce qu'il fait là. Et en fait, c'est très amusant et enfin, je sais pas, peut-être après une demi-heure du film, je me suis dit, mais pourquoi Kurosawa fait ça, quoi? Parce que j'avais vu le précédent, enfin, pas le précédent, l'original, du coup, de 98, qui se tient hyper bien, enfin, qui est vraiment génial, mais qui a pas du tout l'impureté, je trouve, qu'a ce film-là en 2025, qui mélange tout, en fait, qui expérimente beaucoup pour moi, qui expérimente avec d'autres acteurs, qui, dans les dialogues, franchement, les dialogues j'aurais dû noter, mais les dialogues sont parfois assez comiques. Il y a des scènes qui durent trop longtemps, il y a des trucs qui traînent, du coup, je trouve que l'horreur ou le thriller est un peu court-circuité, et moi, je trouve ça très bien, mais du coup, voilà, j'ai pas du tout été dans une sorte d'inquiétude un peu qui plane, comme d'habitude dans les Kurosawa, mais plutôt dans un film, impur, un film, ouais, comme ça. Donc c'est marrant d'avoir vos... Après, moi, j'ai pas dit que c'était inquiétant. Je disais juste qu'il y avait quelque chose de la mort qui s'installait, qui s'installait comme ça. Mais effectivement, quand je disais, enfin, c'est un anti-film d'action, évidemment. Bon, c'est un peu une banalité, mais effectivement, traîner les sacs de couchage dans la rue, enfin, bon, globalement, c'est l'arrière-cuisine d'un meurtre que généralement tout film d'action passe sous silence, quoi. Enfin, tout film noir, etc. Moi, je rejoins aussi ce que raconte Mao par rapport aux obsessions de Kurosawa, son travail avec le paysage urbain, qui est plutôt intéressant dans ce film. Bon, j'ai pas encore vu Cloud et puis ces films dernièrement, mais bon, moi, je ressors de Les Amants sacrifiés qu'il avait fait avec Hamaguchi. Et j'ai été plutôt surpris par justement le travail qu'il peut faire avec un autre. Mais là, le Kiyoshi Kurosawa en tant que tel, je le connais pas très bien en fait. J'ai vu Cure, mais
Je sais pas trop avec ce film s'il y a des choses nouvelles dans son cinéma. Mais ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il arrive à montrer des choses très inquiétantes sans vraiment les montrer en fait. Il invisibilise beaucoup de mystères autour de cette société secrète qui nous laisse comprendre si ces personnes sont des véritables criminels, puisque dans ce film, en fait, avec la complicité de Sayako, ils arrêtent au fur et à mesure des suspects qui auraient tué sa fille. Mais au final, même à la fin du film, on n'est pas sûr de leur culpabilité, quoi. C'est ça qui est assez étrange dans ce film. Moi, j'ai vraiment assisté à un manège macabre, mais comme si j'étais dans une maison des horreurs, dans une fête foraine, mais derrière une vitrine. C'est-à-dire que je bougeais pas vraiment le regard, j'étais vraiment assez statique, quoi, par rapport à ce qu'il nous montrait. Et c'était peut-être ça qui me dérangeait un petit peu. Mais quelque part, cette part d'étrangeté, c'est vrai que c'est pas si banal, quoi. Lui, et je sais pas si on peut développer là-dessus, mais je trouve le film très étrange, ouais. Bah, en fait, mais je trouve ça, enfin, sur ce que tu disais de l'intrigue, en fait, moi, je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression qu'en fait, on se rend vite compte que c'est complètement abracadabrant, en fait. Enfin, moi, à un moment, je me suis dit, mais en fait, la fille, elle est même pas morte. Enfin, ça a l'air d'être complètement monté de. Ça tient pas, quoi. Mais j'ai l'impression que Kurosawa sait que ça tient pas. Enfin, c'est un Oui, peu. Je sais pas, c'est pas un prétexte ou c'est pas un exercice, je pense. Mais il y a quand même un truc de. Bon, il joue pas sur la vraisemblance. Et en fait, il va construire, il va assembler des choses sur une intrigue qui est un peu un MacGuffin, quoi. Genre, juste on pose ça et après on s'amuse à partir de là, quoi. Bah, là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu disais qu'on partait du point de vue du père, puis ensuite ça glissait vers le point de vue de la psychiatre. Mais en fait, en réalité, on n'est presque jamais dans leur point de vue, dans le sens où on saisit rien de ce qui se passe et on est vraiment très extérieur à cette histoire, à tel point qu'on se demande s'il n'y a pas un troisième personnage qui assiste là comme une petite souris à tout ce qui se passe sans vraiment saisir les enjeux. Mais ce qui est finalement le propre d'une société secrète. Donc, ça rejoint le côté coulisses du film noir, comme si on atterrissait avec tout un réseau presque complotiste de la chose, et qu'au final, nous, on voit ça de l'extérieur et c'est insaisissable, et c'est ça qui, en fait, devient inquiétant in fine. Moi, j'ai l'impression, moi, je suis Kurosawa depuis qu'on a découvert Cure et Charisma, donc c'est-à-dire, je crois, c'était 97, 98, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Et moi, j'ai cette sensation chez lui que le cinéma qu'il fait aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il refait un peu le même mode opératoire filmique de ses premiers films, sans avoir pris en considération comment le cinéma s'est déployé au fil des ans. Quand on prend par exemple un cinéaste comme Sang-soo, quand on regarde ses premiers films et ses derniers, je ne dis pas qu'il dit toujours la même chose, mais on sent qu'il prend en considération pas l'évolution du cinéma, mais comment le cinéma est en mouvement depuis 10 ans, depuis 15 ans. On voit dans ses derniers films et dans ses premiers qu'il y a des choses qui ont changé dans sa manière aussi de questionner, de filmer, que cela soit des objets, je ne sais quoi. J'ai l'impression que Kurosawa est encore figé dans un certain cinéma des années 90 et qu'il continue de refaire la même chose de ce point de vue-là, de cet aspect-là. Et je ne sens pas chez lui, ou alors de temps en temps avec quelques exemples assez rares de ces derniers films, mais j'ai pas l'impression, avec celui-ci pour le coup, j'ai pas l'impression, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il revient à quelque chose des années 80, mais j'ai pas l'impression que on voit chez lui quelqu'un qui est très attentif à comment le cinéma aussi avance depuis 20 ans. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos, mais j'ai eu cette sensation de cinéma figé pour le coup. Moi quelque part, quand je regarde Cure, par exemple, ça me fait directement penser à Jacques Tourneur, à son cinéma, par rapport à ce mystère qui est fait exprès de ne pas être montré, justement, et en fait, c'est cette dynamique qui nous guide notre regard vers cette histoire quand il nous la dirige, quoi. Et c'est là où on devient très inquiétant parce qu'on manque cruellement de repères, mais je crois qu'il est très fort pour cela parce qu'il est capable
ne pas montrer des repères si évidents aux spectateurs. Et je sais pas après si c'est une récurrence chez lui. Moi, j'ai quasi tout vu. Et d'intuition, enfin, c'est juste que là, en fait, j'ai pas de truc concret. Mais d'intuition, je dirais que j'ai pas l'impression, moi, qu'il soit resté figé dans sa manière de filmer, de mettre en scène ou d'envisager le cinéma comme avant. Enfin, d'ailleurs, je vois pas trop ce que ça veut dire, en fait, je crois. Ça veut dire quoi ne pas prendre en compte la manière dont le cinéma a évolué. Enfin, je vois, mais en même temps, comment Ouais, ça... En quoi c'est ça... Moi, ça me dérange absolument pas, mais j'ai eu cette sensation, j'ai eu vraiment cette sensation-là avec La Voix du Serpent, comme si je voyais le Kurosawa des années 90, avec filmant dans un contexte du cinéma des années 90, et j'ai l'impression que avec ce film, c'est comme s'il reprenait certaines choses qui faisaient partie du cinéma des années 90. Je ne sais pas comment me l'expliquer, mais j'ai eu cette sensation-là. Peut-être Alors, je ne parle pas de l'invraisemblance du scénario, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent de génération en génération, et ce n'est pas le problème. Mais j'avais l'impression qu'il regardait ce film de ces années 90, et non pas en 2024-2025. J'ai eu cette sensation. C'est vrai que c'est pas très clair dans ce que je dis, mais j'ai eu cette sensation-là. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire, parce que moi, bizarrement, bon, après, il y a Amalric qui joue, mais j'ai un peu la sentinelle qui me viendrait en tête dans l'ambiance que ça crée. Qui, bon, évidemment, c'est tout autre cinéma, etc. Mais c'est vrai que, après le contexte, je sais pas si c'est le contexte offensé, la présence d'Amalric, etc., mais il y a quelque chose dans la lenteur et dans presque la contemplation qui crée à chaque fois, dans chaque plan, de ce qui se passe, de l'eau qui coule, du repas qui tombe par terre, ou des trucs comme ça. C'est vrai que la sentinelle me vient en termes de couleur presque, en tant que sensation physique, je veux dire. Non, ça reste confus pour... Enfin, j'arrive pas à me le figurer, en fait. Mais je réfléchissais à l'original là, de 98, que j'ai revu du coup après avoir vu le dernier là, de 2025. Et je trouve que, par exemple, dans celui de 98, il y a un aspect beaucoup plus... Il y a un dispositif beaucoup plus théâtral. Vraiment, en fait, dans la manière de traiter le lieu, qui là est moins présent, je trouve, mais qui... Ouais, en fait, le hangar, qui est un peu différent, est vraiment traité comme une pièce de théâtre où on viendrait apporter des éléments de mise en scène, mais en gros, on vient apporter la télé sur chariot. En fait, on dirait, le film est vraiment construit comme dans les représentations de théâtre, au moment où la lumière s'éteint et on voit toutes les personnes s'activer sur scène et bouger les choses. De décor. Ouais, voilà. Mais là, ce serait des changements de décor à vue. Et c'est un des grands trucs super, je trouve, du film de 98. Qui est vraiment sur ce dispositif, ouais, qui est beaucoup plus un film dispositif d'ailleurs, je trouve. Ouais, voilà. C'est un peu le truc qui me marque en changement avant les années 2000 et 2025. Mais j'avoue que sur le truc de refaire du cinéma comme un truc qui donne une impression années 90, je sais pas. Mais peut-être parce que aussi, je trouve que quand il a quand même eu des phases un peu intermédiaires. Enfin, il fait des films quand même très, très. Il a encore une production qui est très fréquente, régulière. Et quand on voit des films comme Avant que nous disparaissions, enfin, je trouve qu'il y a eu un glissement quand même. Je trouve qu'il a pas fait les années 90 puis ce film, quoi. Il a fait des films, je sais pas, tous les 3 ans. J'arrive pas à avoir un paradigme qui se poursuit du début de sa carrière à aujourd'hui. La Voix du Serpent, c'est sorti le 3 septembre. Il est encore en salle. En tout cas, à Paris, il est encore en salle, dans très peu de salles. Donc, si vous avez l'occasion de voir le film, mais aussi de découvrir aussi l'original, je pense qu'il est disponible en DVD, je crois, en DVD Blu-ray, ou alors en tout cas en VOD. La Voix du Serpent de Kiyoshi Kurosawa. Second film, Chronique d'Haïfa.
C'est un film qui est sorti aussi le 3 septembre. C'est un film de Skandar Kopti. Dans une famille palestinienne résidant à Haïfa, Fifi, 25 ans, est hospitalisée après un accident de voiture qui menace de dévoiler un secret qu'elle porte. Son frère Rami découvre que sa petite amie juive est enceinte. Leur mère Hanan s'efforce de préserver les apparences, tandis que le père traverse des difficultés financières. Ça, c'est le petit synopsis. Zoé, chronique, qu'est-ce que tu en as Alors, pensé? moi, je suis assez mitigée, voire je le trouve assez faible. Il y a quelques manières d'écrire les personnages, etc., qui m'ont beaucoup intéressée, mais en fait, du coup, c'est un film choral, mais c'est pas seulement, non seulement que c'est choral, mais en plus, le montage fait en sorte qu'on remonte dans le passé à chaque fois qu'on change de personnage. Et du coup, il y a quelque chose de très didactique dans la manière de mettre en place les points de vue qui me dérange un peu parce que je vois pas trop l'intérêt sur l'instant T, si ce n'est pour nous montrer la complexité des points de vue et des réactions des uns et des autres par rapport à leur vécu personnel et leur histoire personnelle. Mais j'ai pas besoin qu'on me mette un montage avec des flashbacks pour me faire comprendre que l'humain est quelqu'un de compliqué de manière générale. Donc, à part si quelqu'un a une explication qui peut-être est plus intéressante que la mienne, mais je vois pas trop l'intérêt à ce niveau-là en termes de mise en récit, de structure narrative, de mise en récit. C'est-à-dire exactement par rapport à... C'est le côté choral c'est le montage C'est plus le montage, le côté choral. J'ai pas d'avis, j'ai pas un avis négatif dessus dans l'absolu, mais c'est plus cette idée de reprendre à chaque fois depuis le début de l'histoire pour comprendre pourquoi tel personnage réagit comme ça, etc. Et d'ailleurs, je trouve que le seul personnage qui est vraiment intéressant, à mon sens, hein, après ça ne tient qu'à moi, ce serait le personnage de la sœur de la fille qui se fait avorter, qui est une juive qui refuse que sa sœur, qui n'approuve pas l'idée que sa sœur ait un enfant avec un arabe, et qui donc va se retrouver à essayer de la convaincre de faire avorter, mais sauf que elle rentre en relation avec des médecins juifs qui, eux, font de la propagande pour justement éviter qu'il y ait des mariages interreligieux. Et donc du coup se fait presque embrigader malgré elle, même si elle-même est très embrigadée, dans emmener clandestine, non, comment on dirait, créer un subterfuge pour que sa sœur accepte d'avorter alors qu'elle ne veut pas avorter, c'est-à-dire que, bon, je sais pas si je spoil. Non, tu peux, t'es sur la chaîne Microciné, ça on s'en fout. Donc en gros, ils lui disent que le bébé est mort, sauf qu'il est pas mort, et du coup, ils disent juste on va faire sortir le bébé, donc c'est juste un avortement déguisé. Et donc du coup, cette sœur est pas tout à fait, est contre le fait d'avoir le bébé, mais elle trouve quand même que comment ça évolue cette relation avec les médecins la dérange un peu. Et par ailleurs, elle a une fille qui est antimilitariste, qui veut pas faire son service militaire. Et elle a une scène de colère à un moment donné où justement, elle reproche à sa fille de pas servir la patrie juive, etc. Et donc bref, ce personnage-là, lui, m'a vraiment particulièrement intéressée parce que il développe tout un tas d'ambiguïtés qui est propre à la position d'un juif israélien aujourd'hui. Mais globalement, le reste, je le trouve assez faiblard sur presque caricatural sur des oppositions entre la fille qui veut être absolument libre, mais son copain qui lui ne supporte pas l'idée que elle est couchée avec un mec. En tout cas, je parle en disant bon, après c'est vrai que ils ont pas la même vision du progressisme que nous, etc. Mais disons que je trouve ça un peu caricatural dans la manière dont c'est mis en scène à ce niveau-là. Je sais pas si je suis très clair ou si je suis en train de m'embrouiller. C'est un peu scolaire, peut-être ce que tu veux dire. Voilà, c'est ça, c'est le terme, voilà. Ouais, j'ai trouvé la mise en scène assez molle, en fait. J'avoue, j'ai un peu... Je trouve que c'est... Ouais, c'est... Puis t'as dit didactique, c'est vrai, c'est hyper didactique, quoi. C'est un vignettage... Thèse, antithèse, synthèse. Vraiment, on voit vraiment où ça va. Et c'est pas inintéressant, en fait. C'est toutes les... C'est vraiment... c'est toutes les répercussions intimes, domestiques, de la situation
d'une personne arabe israélienne, c'est vraiment intéressant, mais je sais pas, c'est lassant, quoi. C'est rendu un peu pénible par, ouais, c'est ça, ces retours, enfin, ce changement de point de vue à chaque fois qui reprend à zéro l'histoire pour montrer la complexité des choses. Mais je sais pas si on avait besoin d'en faire autant. Après, le truc qui qui m'a plu, en tout cas pendant un moment, c'est un peu le dédale de secrets et l'imbrication de toutes les manigances les unes dans les autres. Ça, je trouvais ça pas mal. J'aurais bien aimé que ce soit peut-être plus. Bon, je sais pas en fait, non. J'aime pas trop dire ça, mais le film est tel qu'il est. Mais ça, je trouvais ça assez rigolo, ce côté un peu roman policier, film d'espionnage, où on s'échange des dossiers médicaux, où on envoie des messages. Voilà. Enfin, ça, c'était pas mal, toute cette construction et cet empilement de secrets. Mais en fait, très rapidement, le film, enfin pas très rapidement, mais au bout de, je sais pas combien de temps, 2 tiers peut-être, va présenter ce personnage de Fifi qui est un peu la jeune fille qui va vouloir s'émanciper, qui vit sa vie et sa sexualité comme elle l'entend, mais qui est un personnage un peu, pareil, je trouve ça horrible de dire ça, mais c'est un peu un archétype quand même. Oui, mais c'est ça. Enfin, c'est cool hein, de voir ça, mais je sais pas trop quoi. C'est un peu lourd quand même. Bah, c'est là où je disais le côté progressiste. Pour nous, c'est un point de vue sur le progressisme quoi pour qui est nous quand même. Ça veut dire quoi pour Oh, nous? non, mais pour nous, alors on nous a marché oui, sur mais des œufs, là. ça Non, veut mais dire pour quoi nous, blancs occidentaux, vivant dans une capitale enfin, voilà, quoi, qui a pas de problème, enfin, qui est quasiment athée, enfin, pour tout un point de vue, quoi. Mais, non, mais... Ne prends jamais les perches que je te tends, Zoé. Hein. Non, mais j'ai compris ce que tu dis, mais c'est intéressant de faire, enfin, pas de faire, je veux pas dire faire attention, mais c'est pas ça de là où je veux en venir, c'est que ça peut prêter à confusion, je pense, quand Oui, on non, dit mais bien sûr. tu vois. Mais est-ce que le film ne souffrirait pas d'un manque finalement de point de vue? C'est-à-dire que le fait est que à chaque fois, voilà, comme le titre l'indique, à chaque fois, on est obligé de revenir avec tous ces personnages, chacun de ces personnages de revenir au début. Est-ce que finalement, c'est un film qui... Moi, j'ai eu cette sensation-là, j'avais l'impression... Moi, j'avais l'impression de voir plus une pièce de théâtre qu'un film de cinéma. Avec comme tu parles, Mao, des fameuses manigances, les fameux secrets. Il y a toujours ça, enfin, surtout dans les pièces de théâtre de Tennessee Williams, où il y a un moment comme ça, quelque chose qui s'opère et il y a un secret qui va être dévoilé. Et j'avais cette sensation-là, mais moi, pourquoi ça ne fonctionne pas finalement ce film en moi, c'est parce que je vois pas le point de vue. Je vois plusieurs points de vue, mais je vois pas du tout où est-ce qu'il veut aller, ce cinéaste, où est-ce qu'il veut m'emmener pour le coup. Et je trouve que cette configuration-là, à savoir de reprendre à chaque fois, moi, ça a créé en moi une espèce d'étouffement pour le coup, comme un chantage un peu affectif. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et je me posais la question et je vous la pose, est-ce que c'est... Et après, Rémi ou d'autres, peu importe, est-ce qu'il y a le fait qu'il n'est pas assez clair sur les points de vue ou sur le point de vue finalement? Il présente ça de façon assez complexe dans le film. Hein. Les nombreuses ellipses, etc. On est assez désorienté aussi par ces questions d'espace entre cette famille arabe qui vit à Haïfa, qui essaye de nouer des liens sociaux avec d'autres familles bourgeoises pour des questions de mariage, etc. Et c'est sûr qu'on est assez perdu dans ce territoire-là, quoi, parce qu'il y a de nombreux allers-retours que Fifi fait lors de son stage, par exemple, en tant qu'enseignante. Il y a des moments qui sont vraiment très intéressants dans ce film par leur spontanéité de moments présents. Je pense beaucoup à cette scène de la classe, par exemple, où elle est assez embarrassée de assister à un cours de dessin et on voit les jeunes enfants dessiner le corps de l'armée. Et c'est des moments un peu comme ça qui sont assez surprenants dans ce film, qui selon moi fait cette grande richesse. Je pense que c'est vraiment les différents points de vue de ces personnages qui se confrontent avec des pressions d'État très différentes, aussi des pressions de famille. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a des points de vue assez genrés, malgré le fait que
on suit 4 ou 5 personnages, quoi. Je pense aussi au médecin, par exemple, qui est un peu absent au début du film et qui va devenir très présent, quoi, dans ce maillage de confrontation entre les autres, jusqu'à la fête qui n'arrivera jamais, quoi, parce que tout a été annulé un peu au dernier moment. Et on est assez surpris par ça aussi, hein. Il y a des moments où on s'attend beaucoup de choses qui a été dites dans le film et finalement ne se résout presque jamais. C'est vrai que le film est assez capricieux là-dessus. Je trouve que le film nous perd pas du tout, moi, mais par exemple, la séquence de la classe, je trouve ça hyper lisible, quoi. C'est hyper gros, enfin, de voir à quel point ces enfants, dès leur plus jeune âge, sont instrumentalisés. Oui. Effectivement, je vois le trouble du personnage, mais en même temps, c'est vraiment sur des rails, quoi. Bah, en fait, c'est surtout qu'on en ressort en se disant oui, bon, bah, tout le monde, il est ni tout blanc ni tout noir. Bon, bah, merci, super. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, en fait. Donc, c'est plus ça, moi, qui me dérange aussi. Enfin, je n'avais pas besoin de ce film pour comprendre que les positions des uns et des autres, c'était bien plus complexe que simplement pro-israélien, pro-arabe, pro-machin, ou tout ce que tu veux, quoi. Ce qui rejoint ton idée du point de vue, du coup, Samir. Il y a quand même des scènes... Il y a quand même des scènes qui moi, m'ont particulièrement intéressé parce que j'avais l'impression qu'on était dans des images du réel, quoi. J'avais pas l'impression parce que les deux filles sortent en soirée, etc. Et on a cet attroupement. Il y a beaucoup de manifestations qui les bloquent dans leur lancée, alors qu'on voit que dans leur figuration, elles sont à l'opposé de cela. C'est vrai qu'il y a un peu cette grossièreté quelquefois. De montrer ces contrastes. Moi, ça m'a pas trop dérangé. Je trouvais qu'il y avait vraiment un maillage intéressant avec comment confronter aussi un matériel qui, moi, j'avais l'impression qu'il était assez léger et j'avais l'impression qu'on arrivait à partir de façon assez simple dans ces espaces, quoi. Et c'est ça qui m'a plutôt intéressé. Entre Haïfa et Jérusalem, par exemple. J'aimais bien ces allers-retours. Mais c'est vrai que ce qui m'a le plus pesé, je pense que c'est au niveau de comment les choses se communiquent entre la famille, au téléphone. Souvent, c'était des moments qui étaient quand même assez lourds. C'est qui m'a, moi, personnellement, plutôt intéressé. Mais en fait, du coup, ouais, je pense que le vrai problème, c'est le côté choral de la chose, où en fait, les personnages, dans l'absolu, ils étaient pas inintéressants, mais en fait, on aurait voulu creuser certains moments avec eux, et pas forcément repartir de zéro sur toute l'histoire. Alors, je sais pas, je pense qu'il y a un manque de... Enfin, le manque de point de vue entraîne un manque d'approfondissement de ce qu'il veut montrer, en fait, à un moment donné. Typiquement, ce que tu dis, la scène avec les manifestations, ça dure 5 minutes, quoi. Donc, il y a un moment donné, on ne peut pas saisir non plus l'ampleur de ce que ça fait, même en termes de sensations physiques, pour une personne de vivre ça, quoi. Chronique de Haïfa, le film est sorti le 3 septembre. Il reste encore, je pense, des salles de cinéma qui le sortent. Nous, on le passe à MK de Beaubourg. Et vous le passez à MK de Beaubourg. Ben, c'est Ouais. une bonne nouvelle, ça. Le prochain, qui est sorti, pour le coup, le 17 septembre, Left Handed Girl de Shi Shin-soo. Alors, une mère célibataire et ses 2 filles arrivent à Taipei pour ouvrir une petite cantine au cœur d'un marché nocturne de la capitale taïwanaise. Chacune d'entre elles doit trouver un moyen de s'adapter à cette nouvelle vie et réussir à maintenir l'unité familiale. Qu'en as-tu pensé, mon cher Rémi, de ce film produit par... je crois que c'est produit par Sean Baker, si Produit, je ne me trompe ouais. pas. Rémi, je t'en prie. Ben, moi, j'y parti avec beaucoup d'a priori pour ce film, notamment parce que c'est un film Netflix. Et je m'attendais à quelque chose de peu convaincant, quoi. Je m'attendais à quelque chose d'assez standard dans cette histoire de femme qui essaie de joindre les deux bouts. Mais j'étais plutôt intéressé par ce synopsis parce que ce qui m'intéressait, c'était les écarts intergénérationnels entre ces femmes. Et puis aussi, quand on allait avoir le point de vue le plus important, c'est celui de la jeune fille. Et qui, moi, m'a beaucoup charmé, à dire la vérité, par sa joie. C'est un personnage qui est vraiment plutôt appréciable parce qu'elle dégage une énergie complètement folle.
la caméra, bon, tout est assez esthétisant dans ce film, dans la façon de montrer aussi ce quartier de marché de Taipei, et que, bien sûr, moi, je dénoncerais un peu il y a des choses qui sont beaucoup trop enjolivées, quoi, et c'est pour ça que peut-être que je suis parti beaucoup avec des a priori, mais j'étais très étonné, surtout par la fin, hein, parce que, bon, pour dire la fin du film, qui est pour moi un moment qui est plutôt surprenant, hein, c'était que, en fait, on se rend compte que c'est 3 générations, quoi. Qu'en fait, il y a un mensonge depuis le début, on s'est fait berner, et que, en fait, ce n'est pas 2 sœurs, c'est une grand-mère, une mère et puis sa fille, quoi. Et du coup, cet après-coup, après le film, m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis laissé faire, quoi, par toute cette artificialité, ces choses qui m'ont un peu évité de penser à cela. Mais il y a ce moment du milieu du film, c'est là le moment où je pense qu'il était le plus intéressant, où on est vraiment on est plutôt concerné par leur quotidien, leur rythme de travail et de vie, et aussi la question de la sexualité qui m'a beaucoup touché. Par exemple, ce moment où elle travaille. En fait, on se rend compte que la mère, en fait, la deuxième femme, elle travaille dans un endroit où on a l'impression que c'est de la vente pas très légale, quoi. Et c'était assez surprenant de voir cela dans ce lissage, quoi. Il y avait quelque chose qui était plus un niveau plutôt sale, quoi, à ce moment-là, et ça m'a beaucoup surpris, quoi, cela. Et je trouvais qu'il y avait une discontinuité, et on allait vers des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus cruelles, notamment la présence du père qui est complètement malade et qui est au lit, qui ne peut pas parler. Et il y a beaucoup de amour-haine, et ces contrastes entre les personnages, la façon de les montrer, c'était pour moi assez étonnante. J'ai beaucoup apprécié ces moments. Et jusqu'à la fin, quoi. La fin, c'est un moment très cruel où c'est la parole la plus innocente qui déclare la vérité la plus insoutenable pour une famille de Taipei. Parce qu'il est vu comme un déshonneur de ne pas montrer, enfin de concevoir un enfant hors mariage, etc. Et que personne n'a été prévenu. Et ce moment-là, c'était plutôt appréciable pour nous, quoi, aussi, en tant que spectateurs, dans l'expérience du film. Il y a un malaise assez extraordinaire dans ce moment-là. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le voisin également du stand, qui a une très belle complicité avec ces 3 femmes, quoi, aussi. On sentait des rapports qui m'a pas mal étonné. J'aimais bien, parce qu'il n'est pas grande gueule, en fait, malgré avec le micro, etc. C'est quelqu'un qui est plutôt discret et qui essaie il essaie de porter le mieux qu'il peut, quoi, à cette famille, et ça m'a pas mal touché également. Moi, je voudrais rebondir sur le reproche peut-être d'esthétisation dans la manière de filmer la vie taipéienne, voilà. Mais en fait, pour moi, c'est pas du tout gratuit pour le coup. C'est vraiment un parti pris de mise en scène qu'elle développe dès le générique d'introduction à partir de la figure du kaléidoscope, qui donne un filtre sur le réel tout en le fragmentant, mais qui est globalement le reste du point de vue du film, et ce qui fonctionne d'ailleurs très bien par ces 3 personnages, parce qu'il y a des moments où on est carrément dans le point de vue de la petite fille aussi, hein, voire même plus dans le point de vue de la petite fille, à mon sens. Enfin, j'ai l'impression qu'il porte un peu un regard d'enfant sur tout ce qui se passe autour, et qu'en fait, là où justement on saisit pas tous les enjeux et qu'on les découvre qu'à la fin, ça fait aussi partie de ça, dans le sens où la petite fille, elle va pas comprendre tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et d'ailleurs, cette scène de fin dont on parle, il y a je sais pas si c'est taïwanais ou si c'est un effet de jeu, mais parce que j'ai vu les Edward Yang là du coup cet été, et il y a un peu un espèce de surjeu constant qui dramatise à outrance
les accidents de la vie qui est presque comique en réalité. Et déjà, ça me l'avait fait chez Edward Young, mais là aussi, où en fait, ça devient presque un soap opéra à la taïwanaise, où en fait, les personnages vont exploser de colère, monter sur leur rond. C'est ça l'expression. Sortir de leur gond ou monter sur leur grand chevaux. Voilà, enfin un mix des deux. Et du coup, il y a c'est une espèce de jeu d'acteurs taïwanais qui m'intéresse beaucoup à ce niveau-là. Enfin, je commence à apercevoir un espèce de fil rouge dans le peu de cinéma taïwanais que je connais finalement. Et oui, donc du coup, cette idée du kaléidoscope, elle est quand même tenue tout le long du film. Et du coup, je trouve que cette mise en scène, elle est quand même assez bien réussie, notamment, par exemple, sur tout ce qui est les plans du marché, où au début, on est complètement perdu dans les dédales, parce que c'est immense et on connaît pas du tout les rues, et voilà. Et eux, ils y vont ils y vont tous les jours, donc forcément, ils connaissent très bien, mais eux n'ont pas l'air du tout perdus. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vu que c'est un des lieux centraux, on finit par saisir un petit peu la géographie de ce marché de nuit. Et on finit par le découvrir à la fin, quand la petite fille retourne rendre les cadeaux qu'elle a volés, enfin les cadeaux, du coup non, les objets qu'elle a volés avec sa sœur, qui du coup, là où on était perdu au début dans son point de vue, on reprend un peu de distance vu qu'on change un peu de point de vue et on va avec celui de la sœur. Et c'est comme si la petite fille, tout son trajet, on le comprenait a posteriori, parce que justement on a changé de point de vue et qu'on a grandi et qu'on est plus conscient de notre environnement géographique, là où quand t'es enfant, t'es complètement perdu, tu sais pas où tu vas, tu sais pas, même si elle a un sens quand même pour se retrouver in fine au stand de sa mère, globalement, quand t'es enfant, t'es perdu. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même vachement le point de vue de l'enfant qu'on adopte tout le long du film. Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, le kaléidoscope, c'est un peu le motif qui donne le là après de la mise en scène, quoi. Enfin, là, heureusement, on n'a pas ce filtre kaléidoscope sur tout le film, mais c'est quand même un peu comme ça qu'est filmée la ville. Enfin, parce qu'au final, il y a quand même toujours ces couleurs. les couleurs. Booster la colorimétrie, c'est bien, hein, mais je veux dire, il y a quand même un truc, la ville kaléidoscope, quoi. Parce que aussi, une nouvelle ville découverte par un enfant, et effectivement, c'est plutôt son point de vue. Et d'ailleurs, c'est assez beau parce qu'on voit les choses souvent à sa hauteur. D'enfant, ouais. Ça, c'est très. Enfin, je trouvais ça vraiment très bien. Ce qui moi m'a un peu moins plu justement, c'est ce changement de point de vue quand on s'intéresse un petit peu plus à ce qui sont qu'au début des grandes personnes, et après ça devient un peu les sujets principaux. Je trouve que le film s'enlise un peu dans des drames, des questions d'argent et tout. Je trouve que c'est un peu, ça ralentit un peu tout, quoi. Je trouve que ça empâte un peu les choses. Et comme en plus avant on était du point de vue de l'enfant, et on a un truc qui redouble l'ennui, je trouve. Parce qu'en fait, au début, on était un peu exclus de ces conversations-là. On restait sur son référentiel à elle, sur les choses qui l'amusent, qui l'intéressent. Et après, on arrive là-dedans, dans ces questions d'héritage, de filiation, d'argent, etc. Et c'est un peu... Je sais pas, je comprends pas pourquoi le film revient comme s'il revenait à des choses sérieuses en fait. Et qui boucle après là-dessus sur la constitution. Enfin, on refait une famille, on rajoute un papa, on revient à un cadre hyper traditionnel. Je sais pas pourquoi le film se rigidifie sur la fin. J'essaie de réfléchir en même temps à pourquoi, effectivement. Après, ça apparaît au moment où elle va rendre les cadeaux, il me semble. On repasse dans un point de vue plus global. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est à peu près ça en termes de bascule de film. Oui, donc, elle est ressaisie, quoi. Elle se réaffirme aussi en tant que mère véritable à ce moment, quoi. Et moi, je suis peut-être, j'ai pas été, j'ai plutôt apprécié en fait ce contraste d'éléments dramatiques qui s'infiltrent dans leur vie personnelle pour montrer à quel point elles sont différentes toutes trois.
Mais quelque part, ça montrait aussi les distances qui sont assez fabuleuses. Hein. Je pense à plusieurs scènes dans la petite cuisine, par exemple, où les moments de colère, on ferme une porte transparente pour montrer leur agacement continu. Mais c'est vrai que ce qui, selon moi, fait la grande force de ce film, c'est le personnage de la jeune fille, quoi, qui est un élément très attendrissant par rapport à toute cette vie difficile de Taipei. Et c'est leur rapprochement qui était d'autant plus émouvant, même dans ces moments de grande conflictualité, notamment dans la scène finale où la mère est au bord de l'explosion, quoi. Et quelque part, la parole se délie à ce moment, et je trouvais ça comme un dénouement plutôt intéressant à toute cette histoire de cette famille qui essaye de se construire dans cette grande capitale et qui essaye de faire avec ces autres personnages comme la famille, qui moi m'a beaucoup étonné. Hein. J'ai beaucoup apprécié aussi ce côté de l'arrière-grand-mère, par exemple, qui est un personnage qui ne peut pas donner vraiment de leçons, quoi, parce que tout le monde sait qu'elle fait des actions un peu illégales. Dans l'histoire, je crois qu'elle fait rentrer elle fait de l'immigration illégale. Et ce côté aussi un peu naïf, ou peut-être un peu, et disons-le, enfantin de cette main du diable également, de cette, j'ai trouvé ça plutôt intéressant quand même, comme élément qui permet de résoudre certains drames beaucoup plus cruels, quoi, et qui concernent tous les autres personnages. Donc quelque part, bon, la petite fille est un personnage presque trop parfait, quoi, mais qui est plutôt intéressant à suivre. Mais en fait, du coup, plus j'y réfléchis, plus je me dis que justement ce moment de bascule de point de vue, c'est aussi ce moment où, comme tu disais, la jeune fille réaffirme son rôle en tant que mère dans l'éducation de son enfant, donc c'est-à-dire le moment où elle va justement l'emmener rendre ce qu'elle a volé à chaque commerçant pour aller s'excuser, etc. Et donc en fait, faut le prendre dans le terme de mère-fille. Au début, elle restait une petite fille. Bon, c'est pas son point de vue elle, mais disons qu'on restait sur un point de vue enfantin de la vie, ce qu'elle est, hein, vu qu'elle est encore une enfant. Elle a quoi? Elle a 16 ans, il me semble, à peu près. Enfin, en tout cas, elle est à peine majeure, quoi. Et que justement, il y a un moment donné où elle va passer du côté mère et du côté adulte, et donc là, on va repasser dans une mise en scène plus adulte de la ville. Enfin, je le verrais comme ça, moi, personnellement. Elle est quand même adulte, hein. Elle a plus de 19 ans, je crois, dans le film. Elle a passé son bac. Oui. Et elle Non, elle n'a pas eu son bac. continuer ses études supérieures. Oui, oui. Mais elle est très, c'est très vrai qu'elle jeune. n'a pas eu son bac. Elle n'a pas eu son bac. Elle a 19 ans, ouais, et c'est vrai que c'est assez surprenant. À 19 ans, t'es enfant, hein, quand même. Ces jeunes femmes dans ce grand enfer qui est Taipei. Mais là-dessus, c'est là où je disais que c'était esthétisant, parce que quand on regarde, comme tu as cité Edward Young, dans ses films, on n'a pas envie de rester toute la nuit dans ce marché si on n'a aucun repère, quoi. On voit bien ce qui se passe dans Mahjong, par exemple, où on finit à s'enlisser dans des affaires de gang, par exemple. Bon, là, le personnage antagoniste, un peu celui qui demande le loyer, quoi, qui n'est pas vraiment très méchant, et qui, même quand il hausse le ton, à chaque fois, il y a l'intervention du voisin de stand qui permet de réconcilier ces moments. Et là-dessus, c'est vrai que c'est assez simple, quoi. Mais il y a des éléments quand même qui sont assez cruels par rapport à ces femmes qui cherchaient à s'émanciper. Et c'est très compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de jalousie également avec la collègue de travail, ou je pense à le rapport conflictuel avec les sœurs, qui sont vraiment des moments extrêmement pesants et plutôt intéressants sur le moment. C'est peut-être un truc que j'ai... Enfin, en tout cas, c'est clair que ce qu'elle veut, la réalisatrice veut montrer, c'est quand même globalement la place des femmes dans la société taïwanaise vis-à-vis... en fait, les hommes sont assez peu présents, à part sous des figures très absentes, finalement. Il y a le père qui est à l'hôpital, mais qui a quand même eu un impact... Aussi, hein. Oui, archétypaux, mais qui ont eu un impact sensationnel dans leur vie, mais qui en fait sont des fantômes dans leur vie. C'est pareil pour le frère
qui est donc le fils de la grand-mère et qui a 3 sœurs et un frère. Et c'est presque, enfin, je sais pas si c'est caricatural ou juste un effet de réel qui nous échappe un petit peu à nous occidentaux, encore une fois. J'ai bien aimé l'effet de réel, mais je te jure, je te voyais venir. Hein. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc du coup, oui, mais du coup, de cette construction de la famille taïwanaise autour de la figure du fils, qui a beau être absent, complètement fantomatique, encore une fois, a le plein pouvoir sur le reste de la famille, notamment les sœurs qui, elles, se battent pour avoir un petit peu d'argent de leur mère, finalement. Donc, évidemment que ça, c'est vraiment très, très présent. Mais je trouve pas forcément que ce soit la chose la plus intéressante, parce que finalement, bon, à côté de ça, il y a le voisin gentil du marché. Bon, c'est un homme qui est pas si mauvais que ça, donc on peut l'intégrer à la famille. Enfin, il a pas beaucoup de défauts, ce mec-là, donc je trouve que c'est un peu archétypal un petit peu aussi à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est pas ça la force du film, même si c'est présent en tout cas. Je suis intéressant par cette présence minorée des hommes dans ce film, parce que en effet, le personnage Lex, par exemple, on a l'impression elle les a abandonnés en fait. Mais en fait, c'est des problèmes de santé. Elles sont en colère contre lui, mais pourtant, il a aussi aidé la famille. Je crois que c'est grâce à lui qu'il a prêté de l'argent à un moment où une des sœurs était en difficulté. Et pourtant, il y a toujours des reproches, il y a toujours beaucoup de jalousie également. Et on sent que là où il y a un véritable poids, c'est qu'elles sont dans une situation d'extrême précarité. Et cela, ça ne m'a pas dérangé. J'étais même plutôt intéressé sur le fait que finalement, il y a véritablement un éloignement au sein même de la famille, quoi. Et même le fils aîné, en effet, n'a pas vraiment de grande considération par rapport aux aides, parce qu'il est complètement absent, et complètement absent aussi de ces discussions. Il fait fortune en Chine, il travaille, à ce qu'on comprend, dans le monde de la finance et du marché. Et c'est assez distant par rapport à la réalité qu'on voit de gérer un temps de nouilles, quoi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de grandes distances matérielles. Et puis moi, m'a particulièrement touché. C'est assez étonnant que cette jeune fille aussi est dans la vie du marché, parce que ce qui l'intéresse matériellement, c'est les jouets qui l'entourent, etc. Et dans ces questions de géographie, de lieu où se passent les actions, quoi, ou de ce rythme quotidien, c'était quelque chose qui, moi, m'a particulièrement intéressé dans ce film. Mais j'ai adoré le personnage du grand-père, où la petite fille le dit très sombrement. Je ne peux pas le supporter parce qu'il sent le tofu trop maturé, quoi. Enfin, c'était plutôt intéressant comme la façon de les décrire aussi par la voix de la jeune fille. Et c'est des moments, moi j'ai trouvé ça plutôt drôle. C'est assez touchant aussi le moment où la jeune fille découvre son grand-père aussi également. Qui est dans le lit d'hôpital et qui finalement tout est presque dit, quoi. Et donc l'autre effet de surprise avec la grand-mère qui fait un lien plutôt intéressant au moment de la fête, quoi. Bon, c'est pour ça que sur l'après coup, quand je relis le film dans le sens inverse, c'est un film que j'aimerais bien revoir, quoi. Mais c'est assez plaisant quand même de voir toutes ces petites connexions de ces affaires familiales. Une affaire de famille, comme dirait l'autre. Une affaire de famille, comme dirait l'autre, effectivement. Juste avant qu'on parle du dernier film, oui, de Nadav Lapid, je voudrais juste vous poser une petite question, parce que bon, je ne me suis pas trop exprimé sur le film. Je suis pas... Enfin, je vais pas dire que je suis pas aussi dithyrambique que vous. Je ne pense pas que vous êtes dithyrambique par rapport à ce film. Je crois même que Mao, tu as quelques réserves aussi par rapport au film, si j'ai bien compris. Moi, j'ai trouvé que ce film était, comment dire, il y avait une espèce, enfin, je l'ai trouvé un peu trop sage dans sa mise en scène. Et en même temps, je n'ai pas été, enfin, je
n'ai pas eu d'ennui vis-à-vis de ce film, ça ne m'a pas énervé non plus. Ce genre cette manière de questionner l'utilisation de, je crois que c'est filmé en iPhone, si je me trompe crois, pas. ouais. Voilà. Ah. Ça peut rappeler aussi le dogme le dogme des années 90 avec Winterberg et Lars von Trier. Et puis la scène, et c'est surtout là. En fait, je n'arrêtais pas de voir le scénario dans ce film. Et là où j'ai eu, et je me suis dit à un moment, je vous jure que c'est vrai, je me suis dit, il va se passer quelque chose. Il va y avoir la grande scène. Et effectivement, il y a la grande scène. Et c'est là où ça me gêne un peu, c'est trop policé, c'est trop littéraire. Voilà, j'ai trouvé que c'est un film qui avait un scénario qui était très intéressant, mais qui avait du mal à sortir de ce scénario. Franchement, moi j'ai vraiment été Je ne pouvais pas savoir qui était qui réellement. Faut pas non plus déconner. Mais je m'attendais à une espèce de climax, voilà, une grande scène à la Mike Lee. Et ça m'a un peu. Ouais, Bah justement, moi je suis un peu tombée des nues, je me suis dit attends, il se passe quoi là? J'avais vraiment pas vu venir le truc. Après, bon, c'est peut-être moi qui ai une lecture du scénario pas très précise sur le moment et qui me laisse porter un peu sans. Mais après, faudrait que je le revoie pour voir si effectivement, comme tu dis, ça a été préparé en amont d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins subtile évidemment. Mais c'est vrai que sur le moment, j'ai fait ah oui, il se passe ça là. Et voilà, donc c'est vrai que moi je me suis laissé surprendre, mais après c'est peut-être moi qui n'étais pas réveillée ce jour-là non plus. Hein, donc. Ouais, moi je m'en doutais pas non plus, mais après je me doute rarement de ce qui va arriver. Bah c'est ça. Je suis nulle dans un film je suis pas. Pré-shot. Ouais, vraiment pas. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec toi, Samir, et je pense que vraiment le film est complètement subordonné à son scénario et c'est vraiment c'est un peu dommage parce qu'en plus. Enfin, je trouve pas la mise en scène incroyable, mais pour le coup, elle essaie un peu de sortir, elle essaie un peu de faire, ouais, voilà, je sais pas, de faire autre chose, de proposer autre chose, mais en fait, on reste sous la chape de ces trajectoires de femmes qui vont en fait chacune réussir à se départir de ce qui les retenait. Enfin, c'est quand même hyper gros, genre l'ex meurt littéralement, donc on va l'enterrer et passer à autre chose, c'est une réplique. Donc ça c'est pour la grand-mère. Pour la mère, elle va avouer sa maternité, donc elle va arrêter les non-dits. Et pour la fille, ça va être ce truc de faire la paix avec son bras, voilà, de comprendre que on est responsable de ses actes et que c'est pas le diable qui possède ou qui nous contrôle quand on fait quelque chose de la main gauche. Du coup, en fait, le film est hyper classique, quoi, en fait. Mais c'est pas forcément mal, mais il est classique sans être très bien. C'est pas mal. Mais ça rejoint un peu ce que je disais vis-à-vis des archétypes de masculinité, quoi. Enfin, il y a le gentil garçon qui va donner de l'amour à cette dame qui n'en a plus. Enfin, je suis assez d'accord là-dessus aussi, à ce niveau-là, effectivement. On va enchaîner maintenant sur le quatrième et on va terminer, avec le quatrième et dernier film, Oui, de Nadav Lapid. Alors, je rappelle le synopsis pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu. Dans le sillage des événements du 7 octobre 2023, Y, musicien de jazz, et Yasmine, danseuse et professeur de danse, vivent avec leur jeune fils dans un appartement modeste à Tel Aviv. Pour subsister, ils, entre parenthèses, vendent leur art, mais aussi symboliquement leur âme et leur corps, acceptant toute commande artistique, même la plus compromettante. Et il s'avère qu'un puissant oligarque israélo-russe le charge Y d'une mission délicate, composer un nouvel hymne national, en quelque sorte, avec des paroles en hommage à l'appareil militaire israélien. Je m'arrête là sur le synopsis. C'est un film qui fait beaucoup parler, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler à la fin de cette émission. Mao, c'est à toi. Ouais. Je suis contente de commencer. Ça, je vais pouvoir avoir un point de vue qui n'est pas encore trop tranché. Mais moi, j'ai beaucoup... on devait enregistrer avant l'émission. Et j'avoue que j'ai changé d'avis, en fait, sur le film en cours de semaine. Et j'ai beaucoup changé d'avis sur le film. Mais je ne l'ai pas revu. Hein. Non, je ne l'ai pas revu. Mais en fait, pendant le film, j'aimais bien. Après le film, j'aimais pas.
Pendant la semaine, j'aimais bien. Maintenant, j'aime un peu moins. Je vais un peu développer quand même. Mais ouais, c'est un peu c'est un film qui a pour principe un peu ou pour base le loufoque et la figure du bouffon comme réponse à l'absurdité, à l'horreur, à la tyrannie. Il y a un truc un peu, enfin, ouais, assez conventionnel, je trouve, dans ce personnage qui pourtant fait tout pour ne pas l'être. Et je me demande, à un moment donné, je comprends la position du fou, un peu. Je comprends que ce soit aussi la position qu'adopte Nadav Lapid, parce que j'ai l'impression qu'il y a un parallèle qui peut vraiment être fait entre ce personnage-là de Y et du réalisateur. Je me demande si c'est pas un peu trop peu de présenter une sorte de chaos et une surenchère et comme seule réponse à la confusion que pourrait ressentir le réalisateur ou comme seule alternative à ce qui serait une demande de réponse tranchée. J'ai l'impression que c'est un peu ce que le film dit. Ce qui parce qu'il va falloir un moment, enfin peut-être pour décrire un peu parfois. Donc le film se passe à Tel Aviv et à un moment donné, le personnage de Y, accompagné par son ex, va se rendre. Dans l'adolescence Ouais. ou dans Léa. Prend la route et arrive à la frontière palestinienne. Et là, on voit ce truc fou du fait qu'en fait, Nadav Lapid filme le génocide, filme la ville en feu. Ce qui est un truc assez fou parce que c'est un film de fiction et en même temps il y a ça. Et alors tout le monde évidemment a parlé de le réel de Gaza et il se passe quelque chose à ce moment-là, dans cette scène. Donc on voit la ville de loin, mais on voit la ville bombardée, on entend les coups de feu, et on a cette ligne que le réalisateur ne franchira pas, quoi. Il restera dans son point de vue, quoi. En gros, le point de vue qu'il a accordé à son personnage. Et là, la caméra panote. Et va filmer un baiser entre du coup Y et son amour de jeunesse. Et ça m'a fait vraiment bizarre ce moment. Je me suis dit c'est quand même, mais pour plusieurs raisons. Au début je me suis dit c'est quand même hyper bizarre de détourner le regard de ça pour filmer un baiser. Enfin genre un truc un peu qui était sans doute trop basique dans mon esprit de priorité, quoi. Genre, pourquoi tu vas pas noter à filmer un baiser alors que t'as ça en face de toi, et en même temps, filmer ça fait pas grand-chose non plus. Et après, je me suis dit que c'était peut-être un peu dommage aussi de réserver l'histoire d'amour pour autre chose que Gaza, en fait. Enfin, il y a un truc un peu dans le film où quand même, où genre, Gaza restera une ruine et un charnier et n'aura aucune prise sur la fiction, et la fiction viendra absolument pas s'y planter, et en fait il n'y a aucune histoire qui peut naître de Gaza. J'ai l'impression que c'est ce que le film dit. C'est un peu rude, je trouve. Enfin, voilà, mais je t'interromps 2 petites secondes, mais c'est purement factuel, hein. Je me souviens plus, mais je crois que l'endroit où il se trouve, c'est pas nommé le Sentier des Amoureux ou... Je crois que c'est la colline de l'amour. Colline de l'amour. Donc peut-être que c'est lié à ça, ce baiser qui peut paraître indécent, je l'entends. Mais je crois que c'est, à mon avis, il prend au mot au pied de la lettre. Au pied de la lettre, pardon. Je pense, au mot, c'est bien aussi. Hein. C'est bien aussi au mot. Au pied de la lettre, c'est mieux. Alors, justement, pour aller dans ce sens-là, moi, je trouve que
Alors, je suis pas quelqu'un qui s'attache beaucoup à inscrire ça dans une démarche cinématographique de manière générale. Enfin, regardez moi et mon expertise Kurosawa. Mais pour le coup, il s'avère que Dada Lapid, j'ai vu pas mal de ses films. Et du coup, il y a quand même un peu un espèce de triptyque qui se dessine avec Synonyme et Le Genou d'Aed. Bon, j'ai aussi lu plein d'interviews, donc je suis peut-être un peu biaisée, et voilà. Mais c'est vrai que en fait, lui, Nadav Lapid oppose beaucoup oui avec Le Genou d'Aed, ou justement, au contraire, dans Le Genou d'Aed, c'est un réalisateur qui va dire non. C'est comme ça qu'il le décrit, c'est comme ça que son film se construit, autour d'une figure d'un artiste qui va dire non, et là, c'est l'artiste qui va dire oui. Et moi, je rajouterais presque Synonyme, dans une réflexion plus large sur le langage, puisque dans le Synonyme, c'est du coup un jeune Israélien qui quitte Israël, qui veut plus entendre parler d'Israël et qui veut même plus parler hébreu, et qui du coup va apprendre sans arrêt des mots en français, et donc avec un dictionnaire de synonymes, et travailler donc la France par ses synonymes, et donc une question de langage en fait, et c'est quelque chose qui est finalement très très présent dans ces 3 films, de manière assez discrète, hein, et donc du coup je sais plus pourquoi je disais ça, parce que du coup oui, c'est en fait le prendre au mot qui m'intéressait dans ta phrase, où justement en fait c'est aussi un très grand cinéaste du langage en fait, et de la manière dont on construit le réel à partir d'une langue, à partir de mots, et notamment par exemple why. Y, ça se dit en hébreu d'une certaine manière, je ne saurais pas dire comment, mais en anglais on entend tous why, et c'est aussi pourquoi qu'on entend dans ce personnage, et c'est un personnage qui revient de film en film, et c'est presque un pourquoi qui s'établit de film en film comme ça, et qui voyage dans différentes parties d'une réalité, d'un point de vue. Oui, il y a Nadav Lapid a fait un film qui s'appelle Pourquoi, Why, peut-être en 2017, qui montre, je crois que c'est un ancien rédacteur du Cahier du cinéma, qui lui demande, on prépare un nouveau numéro, on demande à des cinéastes connus une image de cinéma qui les ont particulièrement marqués. Et il va choisir le visage très expressif de l'homme dans Théorème de Pasolini. Et en fait, dans la première partie, on le suit avec la caméra dans les rues de Tel Aviv, cette discussion. Et puis la deuxième partie, c'est un court-métrage qui dure, je crois, 10 minutes. On est dans un cinéma et on voit Théorème de Pasolini, mais il va pas prendre la photo là, à ce moment-là. Il le fera après chez lui, devant la télévision, parce que, disons que la salle de cinéma est perturbée par des soldats israéliens qui commencent à mettre de la musique, qui crée une dissonance assez extraordinaire avec le film projeté. Et en fait, je crois que son cinéma, qui est pour moi très intuitif, essaie de fonctionner par des descriptions pour montrer la situation comme il essaie de le concevoir avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il va nous surprendre par des effets champ contre champ. Par exemple, moi je pense que ce moment qui est un moment très fort dans le film, de la colline des amours, par rapport à tout le cheminement de l'acte 2, n'est pas une belle ponctuation, quoi. Même on peut pas trop la traduire par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce champ contre champ entre la fiction et puis le documentaire. Je reprends un peu Godard dans Ici et ailleurs, quand il montre Israël, la fiction, et puis la Palestine, le documentaire. Il y a vraiment un effet notre musique, vraiment surprenant de montrer. Dans notre musique. De montrer. Ah, c'est dans notre musique. C'est dans notre musique. Et ça, c'est assez surprenant, je sais pas, cette position, quoi, avec le cinéma. Ça donne vraiment. Voilà. Oui, là c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas tant l'amour qui montre que justement la fiction, c'est l'amour qui n'existe qu'à travers la fiction, l'amour qui n'est qu'une fiction et qui fait face à un réel qui, pour le coup, n'est presque pas, ne peut pas atteindre n'est pas construite par une fiction, est une réalité telle qu'elle. Et pour moi, c'est plus un discours sur l'amour que sur Gaza et son problème. C'est-à-dire que l'amour est une fiction, est un récit, et n'est rien d'autre qu'un récit d'une certaine manière, à mon avis. Après, ça, c'est mon opinion personnelle sur l'amour, mais ça, après, voilà. Mais
Non, moi, Moi, ce je qui suis d'accord que m'intéresse. oui, c'est un film d'amour, hein. Oui. Je veux dire, Euh, c'est avant tout l'histoire de cette complicité entre Yasmine et puis Y vis-à-vis des pressions de ce qu'est Israël et comment eux sont soumis et désirent d'être soumis à ces règles monstrueuses, en fait, parce que ils se prostituent, la question de la dignité qui arrive énormément au début du film est soulignée dès l'introduction, au moment où on a beau être les meilleurs, on les laisse se soumettre au moment où il y a cette confrontation de celui qui chantera le plus fort. On est vraiment, il y a beaucoup de contrastes clés qui montrent ce rapport dominant-dominé, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup frappé au moment où le paradoxisme, selon moi, dans ce récit d'amour, c'est le moment où il est éjecté de son propre appartement parce qu'il l'a trompé, quoi. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressé dans ce rapport fictionnel. et puis, pour moi, c'est pas tant un. Enfin, là où tu dis que c'est un film d'amour, moi, c'est presque pas tant un film sur Israël et la Palestine et l'état actuel des choses. Évidemment que ça en parle, etc. Mais je vois aussi ça sur un film sur le capitalisme à fond les ballons, quoi. Dans le sens où, ok, là, ça se passe à Israël, etc. Mais c'est applicable à toute forme de capitalisme néolibéral en l'état actuel. Et il a tout un système de motifs qui revient dans le film. Alors moi, je l'ai vu 2 fois, hein, donc j'ai peut-être quelque chose qu'à travailler en sous-bassement, mais notamment ce qui m'avait frappé au deuxième visionnage, c'est toute la première séquence où en fait tout est contenu dans cette première séquence, et notamment un discours plastique, mais presque au sens littéral de plastique, dans le sens où il y a une scène où il tombe dans la piscine, on croit qu'il se noie et il y a des bulles qui remontent, mais c'est pas des bulles, c'est des ballons en plastique justement. Et ces ballons en plastique, donc c'est l'air entre guillemets plastifié de cette mort. Et quand il est mort, au moment où il est mort, il y a une espèce d'embardé dans sa mort où on le voit marcher sur un muret avec des crocs, donc du plastique, où il y a une tête de mort dessinée dessus. Et donc il y a vraiment un lien entre le plastique en tant que matière et le plastique, dans la plastique que ça donne au film, et la mort. Et en fait, c'est tout un système de réseau comme ça qui travaille le film, consciemment ou pas, qui en fait qui me porte à penser que le film est vraiment un film sur le capitalisme en tant que vecteur de mort. Donc le capitalisme représenté par le plastique, donc par le pétrole. Enfin, c'est le lien que je fais. Je veux rebondir sur ce côté plastique parce que moi, le moment qui m'a le plus fait travailler, c'est cette question justement de représentation de ce capitalisme plastifié avec le cygne, la bouée qui se trouve au deuxième plan de la piscine, et puis où on est vraiment sur l'abandon total, etc. Et puis le moment où il y a aussi l'engagement quand il arrive sur le bateau avec le canard sur le bas de l'épaule. On sentait vraiment ces effets de contraste pour souligner à quel point il est et rien, ces effets de contraste, en fait, c'est ça qui m'a plutôt encouragé à poursuivre cette expérience de cinéma, quoi, par cette générosité aussi d'éléments plastiques. Mais il y a des moments qui m'ont beaucoup dérangé. Le moment où je pense où on est devant Gaza, avec les bruits de détonation, et puis aussi cet élément du nuage qui symbolise peut-être parfois la présence de la mer, etc. Là, c'est le nuage d'un charnier, donc c'est pas des images qu'on est amusé de voir, même que là on doit, je pense, prendre position. D'un point de vue dialectique, vraiment, je l'ai dit 3 fois pour qu'il n'y ait pas de maladresse ou d'un point de vue dialectique, je trouve que la séquence, donc dans cette deuxième partie, parce que le film est composé de 3 parties, dans cette seconde partie, lorsque Y se retrouve face à Gaza en feu et que Lapide filme la nuque de dos Y, je trouve que je n'ai pas été choqué par ce moment-là. Absolument pas. J'ai même, peut-être, avec le recul, j'attendais ce moment-là avec impatience.
Parce que, pour moi, ce moment-là dit quelque chose, et je trouve que c'est intéressant, encore d'un point de vue dialectique. Le cinéaste affirme qu'il est dans l'impossibilité, comme il le fait depuis le début de ce film, dans l'impossibilité de filmer quelque chose après le 7 octobre. Qu'est-ce que je peux filmer? Comment je peux filmer? Moi, je pense que ce film essaie de confronter le Lapide d'avant, donc de ses précédents films, et le Lapide qui est en train de faire ce film et qui va faire d'autres films. Le fait que cette fiction essaie de regarder le réel, mais de bien la regarder, et que le réel finalement lui dit en fait, laisse-moi tranquille, il fallait me voir avant. C'est trop tard maintenant. Et je trouve que Lapide constamment essaie de comprendre et d'accepter au fait son impossibilité à raconter une histoire d'amour, à l'intégrer au sein même de cette géopolitique et à filmer Gaza. Et ça, et comment faire du cinéma maintenant. Et c'est pour ça que cette séquence, pour moi, elle est très intéressante. Il y a une autre séquence avant celle-là, c'est dans la voiture, quand Léa, le long monologue de Léa dans la voiture, où elle va non pas évoquer, mais énumérer précisément certains messages qu'elle a, parce que je crois qu'elle travaille dans la communication sur Internet, sur les réseaux sociaux, par rapport à voilà, et elle énumère des témoignages, si j'ai bien compris, de victimes du 7 octobre, donc de victimes israéliennes. Et c'est un moment très fort, parce que Y, on le voit même pratiquement plus, et on est comme Y, on écoute. Puis ça va très vite. Oui, Ça commence doucement, et puis à un moment, ça va très vite. Parce que mécanique. Et c'est mécanique. Là aussi, c'est intéressant, parce que on sent Lapide, qui est quand même à la base, avant tout, il est israélien, il a quitté ce pays pour les raisons que nous savons, et on sent qu'il a besoin, qu'il se sent obligé, un moment, de parler de ces victimes israéliennes. Donc il les parle, mais en même temps, et là c'est Godard, il cite des individus, il en parle de manière individuelle. Nous, même si on ne les connaît pas, ces victimes, on imagine leur visage à ce moment-là. Alors que quand Y regarde Gaza, il regarde une masse, il ne regarde pas des individus. Et Lapide est incapable de filmer ça. Et c'est là où, effectivement, on peut trouver ça indécent, mais d'un point de vue cinématographique, je ne trouve pas ça indécent. Au contraire, je trouve ça intéressant, parce que ça me permet de voir un cinéaste. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas se reposer pendant 2h40 sur un film qui parle de l'impossibilité. Oui, c'est vrai, mais au moins, il le dit, il l'écrit, il le montre. Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? La première partie est quand même incroyable. Incroyable. Il y a des choses que Y dit à son fils qui est impressionnant quand il dit tu vis en Israël, nous avons de très bons fruits. Ça m'a marqué cette phrase-là. Nous avons de très bons fruits, de très bons légumes. Pourquoi ça m'a marqué? Parce que dans certains pays... De très bons policiers. Comment? De très bons policiers. De très bons moment où il policiers. est sur le vélo et il dit Voilà. il y a des très bons policiers. Et de très bonnes grenades. Des très bonnes grenades. Et on porte des t-shirts en hiver. Bon, voilà. Et ça, je sais que je l'ai déjà vécu parce que dans certains pays, on va dire en Afrique, voire dans le Maghreb, où il y a pas forcément une grosse démocratie, mais on parle beaucoup de ça, on dit beaucoup ça, pour dire, voilà, il y a ça. Et puis, il y a aussi une voix off qui est là et qui constamment contredit Y. Cette voix off qui est une espèce d'inconscient, enfin, je sais quoi. C'est pour ça que c'est vraiment passionnant à regarder, ne serait-ce que pour ça. Et comme il est dans l'impossibilité, il y a un moment, il va être dans le symbole à outrance, dans l'excès. La séquence des léchages de bottes, pour le coup, difficile à regarder. C'est un problème. C'est un problème d'ordre esthétique. Et en même temps, je me dis, il est face à son échec. Est-ce que ça justifie tout? Non. Il y a des problèmes esthétiques dans ce film. Mais j'ai envie de le prendre, ce film, pour l'instant, et je ne l'ai pas revu. Il faudrait que je le revoie. J'ai envie de prendre de ce point de vue-là, pour le coup. Alors là, j'ai un peu oublié, mais il me semble que justement, cette espèce de serpent de léchage de pied,
juste avant, il parle de serpent dans la scène d'avant. Et donc, en fait, il y a quand même un lien qui se maintient. Enfin, c'est pas totalement gratuit. Il y a un serpent. Enfin, je sais plus comment il apparaît, le serpent, mais je Non, sais qu'il apparaît. j'ai pas Oui, dit oui. que c'était gratuit, c'était que je dis qu'à un moment, tu sais, c'est Oui, oui. surenchéri, Ah, ça c'est devient. surenchéri, bien sûr. C'est une scène quand même un peu. Enfin, c'est comme la scène des oreilles aussi. Enfin, à un moment, tu as envie de dire au film, arrête, arrête, c'est bon, là j'ai compris, arrête. Mais non, 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 moi je ne comprends pas en fait. C'est pour ça que je vais continuer à faire ce plan-là, parce que je ne comprends pas. Et toi, tu es complètement perturbé. Et comme dirait Zoé, nous les Occidentaux, on est perturbés par ça. Non, mais voilà, c'est là où je veux en venir, c'est ça. C'est que c'est un film, je comprends parfaitement et je vois et je dis les problèmes d'ordre esthétique, mais bizarrement, vraiment bizarrement, ces problèmes d'ordre esthétique, je trouve qu'ils participent finalement au cheminement de ce cinéaste. Et je Mais suis parce... très impatient de voir ce qu'il va faire maintenant. Vraiment, pour le coup. Mais c'est parce que justement, c'est quelque chose qui travaille tous ces films depuis longtemps. C'est qu'en fait, c'est pas seulement une histoire qu'il raconte, c'est qu'il se pose vraiment des vraies questions de cinéma. Et ça, mine de rien, c'est pas tous les cinéastes qui le font. Ouais, je suis d'accord. Son travail sur le son, il est dingue. Sur le hors-champ du son, sur la manière dont il t'explose à la tête, etc. Enfin, en fait, chaque idée, enfin chaque plan, il travaille une idée et il la creuse et comme tu dis, bah, il en arrive à des questions d'impossibilité de représentation, etc., qui sont passionnantes. Mais je sais pas trop sur ce truc d'impossibilité de représentation. Samir, tu disais le réel lui dit non, mais enfin, d'ailleurs, je trouve pas que ce soit un film indécent, mais je vois pas en quoi c'est le réel qui lui. J'ai pas trouvé ça indécent. Hein. J'ai trouvé. Oui, non, mais tu disais qu'on pouvait trouver ça indécent, mais je crois qu'on ne trouve pas spécialement ça indécent. Mais je veux dire, je vois. Enfin, c'est lui qui décide de pas. Enfin, c'est pas le réel qui lui dit non. Je vois pas. Comme s'il y avait un truc plus fort que Nadav Lapid à ce moment-là. On parle beaucoup de on ne peut pas représenter, on ne peut pas regarder, on ne peut pas dire, mais en fait on peut. Enfin, c'est un peu facile aussi de dire qu'on ne peut pas. Lapid là, il veut pas. Enfin, peut-être qu'il, je sais pas, il doit sans doute pas y arriver d'une certaine manière, mais il y a quand même un truc de. Je vois pas en quoi c'est le réel qui lui dit non ou. J'ai l'impression que les images, elles étaient là depuis longtemps et que les images, on ne veut pas les voir. Il dit un truc à un moment, et là, pardon, je vais sortir du film, j'en suis vraiment désolé. C'est suite à une interview qu'il avait donnée, je crois, c'est ce soir, ou c'est ce soir, je crois, où à un moment, il dit, prenons les images, vraiment, je suis désolé, on sort du film, mais prenons les images et montrons ces images aux Israéliens. Et on verra d'ici 10, 15 ans, on verra, enfin, on ne comprendra pas que ces images n'ont pas été vues. C'est important le rapport aux images. Je crois qu'à ce moment-là, quand il veut regarder, quand Y veut regarder ce qui se passe devant lui, moi j'ai cette sensation que c'est trop tard. Les images, elles étaient là déjà depuis un certain temps et que tu ne les as pas vues. Est-ce que ça sert à quelque chose de les voir? C'est trop tard. Et d'ailleurs, c'est tellement trop tard qu'il va embrasser son amante, son ancien amour, et qu'il va lui dire faisons un enfant, et qu'il va l'envoyer chez. Et la troisième partie, il est toujours quand même dans l'idée de faire quelque chose, de faire cette musique, même si à la fin, bon, c'est différent. Mais moi, je trouve. Alors, je peux me tromper, j'en suis même persuadé que je me trompe, mais moi, à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il veut regarder cette image, mais cette image existe depuis trop longtemps. Mais même dans le film, c'est dit. Même dans la première partie, c'est dit parce que il y a toutes ces incursions de notifications. Non, ces incursions de notifications de téléphone qui parlent des massacres. Et là, il y a les images qui apparaissent. Mais il veut pas les voir. Mais même sa femme, hein, elle repose le téléphone, elle regarde 2 secondes, puis elle fait ah non, et puis elle repose comme ça. Donc elles étaient là dès le début du film, ces images-là, ça c'est sûr. Oui, mais il veut pas les voir. Et d'ailleurs, même il les contredit ces images. Et en même temps, c'est très très bizarre parce qu'on ne sait pas s'il ironise. C'est un moment quand il te dit la première fois qu'on le voit regarder sa notification et on entend le bruit des bombes d'explosion. Il dit en gros, il faut faire confiance à Tzahal ou quelque chose comme ça. Et j'avais l'impression qu'il je fais confiance. Mais il le dit comme s'il a, je fais confiance à Tzahal, je fais confiance à Tzahal, je fais confiance à Tzahal. Non, c'est pas. Et juste après, il reçoit une notification de SMS et il zappe complètement pour aller voir son SMS, quoi, aussi. Il y a aussi ce décalage-là en termes d'attention.
qui est bon, Ouais. la tension moyenne de tout un chacun, c'est pas propre aux Israéliens, on va dire, mais il y a ce discours-là qui est tenu à un moment donné, effectivement. Mais après, il y a discours une différence médiatique entre le dans le cœur du personnage film. d'Y. Désolée. Oui, non, Pardon, Mao, il y a eu un décalage. Peut-être. peut-être. Perhaps. Oui, je voulais dire qu'il y a une scène qui, moi, m'a beaucoup interrogé par rapport à cette lecture des images et des sons de l'horreur en cours. C'est lorsque le crypto-fasciste qui travaille avec Tsahal dans le yacht le soumet à lui montrer l'image la plus horrible qui soit, qui a été Tournée. filmée par l'armée israélienne, et sa tête devient un téléviseur virtuel et on ne verra pas cette image, mais on verra sa tête se transformer et se métamorphoser en cette image pratiquement qui, je ne sais pas quel téléviseur c'est quelque chose d'assez curieux, c'est holographique en plus. Et en fait, ensuite, on a un plan assez éloigné du yacht qui, on aura les sons de cette vidéo, quoi. Ce moment-là est une description de la part de Nadav et qui fera voir ensuite son interrogation sur est-ce qu'il est prêt à continuer à aller avec eux, quoi. Et on sent à quel point ça va le monter tout au long du film, ce personnage. Ça le bouleverse. Il y a une cruauté infinie de dire oui à ces groupuscules, quoi. Et il y a un effet matériel dans le film qui est assez intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il a vraiment le choix ou qu'il fait ça vraiment parce qu'il veut avoir sa villa, on lui fait des belles promesses, etc. Une fois qu'il aura réussi sa mission diabolique, quoi, de lui-même continuer à envenimer les images. Et je ne sais pas si maintenant, si on parle d'un côté un peu méta, si Nadav, ce film est un venin, en fait. C'est là où est mon interrogation en tant que spectateur. Je me dis que j'ai pas l'impression que ce film résoudra quoi que ce soit, de toute façon. Mais il a eu quand même cette possibilité de montrer Israël, de montrer cette lecture des images de propagande, etc., ces parts d'histoire par rapport à ce clip. Moi, je n'étais pas au courant que c'était tout un travail formel de l'armée jusqu'à ce que je vois ces images, par exemple. Ouais. Là-dessus, je sais pas. Je pense que ce film va continuer à maturer, et je pense aussi les autres films de Nadav. Moi, Synonyme, je l'ai vu il y a 6 ans, et il me reste encore je sais pas trop quoi en penser, par exemple, encore aujourd'hui. Cette question de la nation, etc., française, c'était une première de voir cela d'un point de vue de quelqu'un qui se trouve bien en dehors de l'Union européenne, par exemple. Et puis en fait, c'est juste qu'en termes de reproches, je suis pas sûre de comprendre parce qu'on a eu un autre film sur Israël et son rapport aux Arabes qui s'appelle Chronique d'Haïfa, et il montre pas pour autant non plus Gaza et toute la terreur qui s'y joue. Donc pourquoi on ferait le reproche à lui et pas à Chronique d'Haïfa aussi, d'une certaine manière? Bah après, c'est pas des films qui sont situés de la même manière quand même. Enfin, qui n'ont pas un rapport au. Je veux dire, le 7 octobre a par exemple un rapport beaucoup plus central dans. Oui, j'ai l'impression quand même. Enfin, je veux dire, c'est même. Enfin, c'est même pas. Oui, c'est dans le. Je sais pas, c'est dans tous les dossiers de presse. Oui, non, bien sûr. Le film a quand même pas la même ambition, quoi, je pense. Enfin, après, il a été réécrit à partir du 7 octobre, justement, faut le savoir aussi. Oui, il y avait un film, de toute façon, il y avait un scénario avant. Mais enfin, le film entend traiter de ça quand même. On peut pas faire comme si c'était pas le sujet du film, justement parce que ça ne peut que devenir le sujet après que ça se soit passé, en fait. On ne peut pas, Nadav Lapid ne peut pas ignorer ça, puisque c'est arrivé dans sa vie et que maintenant c'est là, c'est en face, c'est de l'autre côté de la montagne. C'est quand même ce dont parle le film, quoi. Non, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais après, comme il adopte le point de vue de son personnage, j'ai du mal à comprendre le reproche, parce qu'à partir du moment où il adopte ce point de vue-là, si le personnage refuse de voir les choses, pourquoi il nous les montrerait à nous, les spectateurs?
il refuse il refuse énormément, enfin, il refuse très longtemps dans le film, mais je pense Oui, que vers la fin, quelque chose va changer. oui, Je bien sais sûr. pas absolument pas quoi, mais déjà, il reprend enfin, ils se reprennent la main avec Yasmine et puis ils décident de marcher ensemble. Je sais pas vers quoi, je sais pas comment ça va changer, mais j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose qui va quand même changer, je pense. Est-ce que tu disais que ce serait pas un peu une sorte de Zoé d'hypocrisie de montrer pour montrer enfin, Je me demande parce que enfin, c'est toujours une balance. Enfin, c'est comme le personnage qui marche sur un muret très étroit au début. Enfin, globalement, le film joue enfin, est dans cette position de marcher sur un rebord de muret où à tout moment il tombe d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est sûr. Hein. Et c'est oui de Nadav Lapide. Alors, on va clore cette émission. Je rappelle les titres qui ont été questionnés pour ce premier épisode de la saison 2. Il y a eu Chronique de Haïfa, et j'ai oublié de dire le sous-titre Histoire palestinienne. Voilà, ça a quand même un peu son importance. De Skandar Kopti, La voix du serpent de Kiyoshi Kurosawa, Left-Handed Girl de Shin-Su, pardon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Zoé, merci Rémi, merci à toi Mao, merci à vous trois en tout cas d'avoir pris 1h37 de votre temps pour pouvoir parler de ces 4 films. On se retrouvera, je sais pas quand, mais en tout cas, je crois que pour le prochain épisode, je crois qu'on retrouve Rémi, si je me trompe pas. Avec grand plaisir de gros retourner. décalage. Voilà. Pardon. Merci à vous trois en tout cas. Et je rappelle pour celles et ceux qui ne savent pas, maintenant les émissions de la chaîne sont disponibles en podcast sur Spotify. Il y aura aussi d'autres plateformes. Voilà, donc il y a l'image, mais il y aura aussi le son. Merci à vous trois et puis à très vite. Merci beaucoup. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.